Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Vous n'avez peut-être pas eu l'occasion d'assister à la défense publique de ma thèse de doctorat, et c'est pour cette raison que j'ai décidé de monter ce petit film d'une durée d'environ une demi-heure, qui présente les points essentiels du travail qui m'a occupé pendant un peu plus de 4 ans à l'Université catholique de Louvain. Alors on entend souvent dire qu'il faut 30 ans pour définir ce qu'est le climat, pour définir un changement climatique. J'ai mis heureusement moins de 30 ans pour terminer ma thèse et malgré ça j'ai été le témoin de deux événements climatiques majeurs qui se sont déroulés aux deux extrêmes de notre planète. Il y a un an et demi, le 16 septembre 2012 exactement, la banquise arctique a atteint son niveau le plus bas jamais enregistré depuis l'avènement de l'imagerie satellitaire vers la fin des années 70. Et un an plus tard, le 22 septembre 2013, à l'autre bout de la planète, en Antarctique, les mêmes satellites enregistraient l'étendue la plus élevée qui n'avait jamais été observée. Et donc ces deux exemples soulèvent naturellement deux questions. Dans le cas de l'Arctique, en haut, on peut se demander si la fonte rapide qui a été observée va se poursuivre. On peut se demander si la banquise risque un jour, en Arctique, de disparaître. Dans le cas de l'Antarctique, la première question à se poser est beaucoup plus fondamentale. La question est comment est-il possible, sur une planète qui se réchauffe globalement, d'observer davantage de glace d'année en année? Alors les régions polaires sont relativement peu accueillantes, les vents sont un peu plus forts qu'ici, on a observé des vents de quelques centaines de kilomètres/heure en Antarctique. De la même manière, les températures sont un peu plus fraîches qu'ici, puisqu'on descend facilement à des moins 20, des moins 30 ou des moins 40 degrés Celsius. Moins 40. C'est le Nord. Et c'est donc parce que les observations sont délicates à mener, à obtenir dans les régions polaires, que les scientifiques ont développé des modèles numériques dont l'objectif est de les aider à répondre notamment aux deux questions que j'ai évoquées à l'instant. Et c'est pleinement dans ce cadre que ma thèse de doctorat s'est inscrite. Le but de la thèse a été de mieux comprendre le comportement de la banquise en tirant le meilleur profit à la fois des modèles et des observations disponibles. Alors je vous parle de banquise depuis le début, mais il serait bon de faire un petit topo pour être certain qu'on parle bien de la même chose. Je vous laisse tout d'abord apprécier cette splendide image qui a été prise en Antarctique à l'occasion d'une campagne menée sur un brise-glace et à laquelle mon cher collègue du bureau a eu l'occasion de participer. J'aime beaucoup cette photo parce qu'elle résume beaucoup de choses. Premièrement, on voit très bien ce qu'est la banquise. La banquise, c'est une couche de glace qui va se former dans les océans sous l'effet du fort contraste thermique entre l'atmosphère, qui peut descendre donc jusqu'à des températures de moins 40 degrés, moins 50, et l'océan, qui est relativement beaucoup plus chaud. Donc la banquise se forme suite à ce contraste thermodynamique, mais elle n'est pas à confondre avec les glaciers ou avec les calottes qui, eux, se forment sur la Terre et qui peuvent atteindre des épaisseurs de plusieurs kilomètres. Donc on peut retenir, si on veut un moyen mnémotechnique, que B c'est comme bateau, B c'est comme brise-glace, B c'est comme banquise. On ne peut pas trouver de brise-glace sur le glacier du Mont Blanc, par exemple. Il y a beaucoup de manières de décrire et de caractériser la banquise, mais on va se limiter aujourd'hui à trois caractéristiques principales. La première caractéristique, c'est sa concentration. C'est-à-dire que c'est la fraction de l'océan qui est couverte par de la glace. Et dans le cas qui nous occupe sur la photo, la concentration de la glace est d'environ 90%, puisqu'environ 10% de la surface de l'image est occupée par de l'océan. Donc la surface de glace couvre environ 90% de l'image. La seconde variable capitale pour notre étude, c'est l'épaisseur de la glace. Alors l'épaisseur varie typiquement entre 0 mètre, donc pas de glace du tout, jusqu'à 1 à 2 mètres en Antarctique et 5 à 6 mètres en Arctique. La dernière variable importante, c'est la vitesse de la glace. Donc la glace est un élément mobile, elle se déplace sous l'effet du forçage du vent et des courants océaniques. Et ces vitesses peuvent atteindre jusqu'à 20 km par jour dans les zones les plus rapides. Et toute la complexité du problème tient au fait que ces trois variables, donc concentration, épaisseur et vitesse de dérive, sont très étroitement liées entre elles, tout en étant individuellement très importantes au niveau climatique. Alors je m'explique, une banquise qui est très épaisse et qui est très compacte
sera relativement lente, elle va très bien isoler l'atmosphère de l'océan et vice-versa, et donc elle va limiter les échanges de chaleur, de masse et de quantité de mouvement. Une glace qui est plus fine, qui est moins concentrée, va permettre davantage d'échanges, mais elle va être aussi plus mobile, ce qui va permettre de plus facilement redistribuer sa concentration et son épaisseur. Donc on voit ici bien que les trois variables essentielles que je présente, donc concentration, épaisseur et vitesse, sont fortement liées entre elles et sont à la fois importantes au niveau climatique. Alors en Arctique, on a pu détecter des signaux très forts durant la courte période de temps sur laquelle on dispose d'observations. La carte ici montre les tendances, donc les changements par période de temps, les tendances de la concentration de la banquise en Arctique sur les 35 dernières années. Et donc les couleurs bleutées indiquent naturellement une tendance à la baisse. Ces observations de surface de glace ont été possibles grâce à un certain type de satellite avec une certaine technologie. Et malheureusement, ce n'est que récemment que des mesures similaires pour l'épaisseur de glace ont pu être entreprises par des satellites. Et malgré ça, concernant l'épaisseur, malgré le fait que les satellites ne peuvent pas nous donner des observations sur une aussi longue période de temps, on dispose d'autres données, notamment des données de sous-marins, qui croisaient en Arctique durant la guerre froide et même après. Les observations d'épaisseur de banquise arctique ont donc été réalisées par des instruments différents. Les mesures sont évidemment entachées d'incertitudes qui sont pas négligeables, mais malgré ça, on a pu à nouveau détecter une tendance très forte. La glace devient de plus en plus mince en Arctique, en même temps que sa surface donc diminue. Alors je vous ai dit que concentration, épaisseur et dérive de glace sont étroitement liées. Eh bien, on a également observé une tendance très forte de la vitesse de la glace en Arctique, au moyen notamment de bouées qui ont été déployées dans la banquise. On sait que la vitesse des vents n'a pas spécialement augmenté sur cette période, et donc il est vraisemblable de penser que cette augmentation de dérive de glace, donc de vitesse de la glace, il est vraisemblable de penser qu'elle soit simplement liée au fait que la glace est plus fine, elle est moins compacte et elle est donc plus mobile. Et donc dans ce contexte de changement rapide en Arctique, les regards sont portés véritablement vers le futur. On se demande par exemple si dans quelques mois, en septembre, l'océan Arctique sera ouvert à la navigation. Les compagnies gazières et pétrolières aimeraient savoir si elles peuvent prévoir de s'installer dans 10 ans, dans 15 ans, dans des zones qui regorgent d'hydrocarbures. Les climatologues se demandent surtout quelle risque d'être la réponse du climat à ce retrait progressif de la banquise. Alors on va quitter pour un instant l'Arctique et on va voyager de 20 000 km vers le sud. On va aller en Antarctique, de l'autre côté du globe, où la situation est complètement différente puisque là la banquise est libre de s'étendre et n'est pas contrainte dans son expansion par les continents. On voit ici qu'on a un continent au niveau du pôle sud qui est entouré de mer, alors qu'en Arctique, on avait un océan au niveau du pôle nord qui est entouré de terre. Comme je l'ai dit tantôt, la banquise en Antarctique s'étend. En tout cas, c'est le diagnostic qu'on peut en faire avec les 35 ans de données dont on dispose. Malheureusement, dans ce cas-ci, 35 ans sont encore insuffisants pour comprendre les processus, comprendre les mécanismes qui contribuent à cette augmentation dans un contexte de réchauffement climatique global. Et en plus de cela, on ne bénéficie pas d'un réseau suffisamment homogène d'observation d'épaisseur, comme c'est le cas en Arctique, pour pouvoir comprendre plus en détail la dynamique du système. Néanmoins, les scientifiques ont plusieurs pistes, et j'aimerais en toucher un mot maintenant. Il y a plusieurs pistes pour expliquer pourquoi est-ce qu'on a cette augmentation de banquise dans un monde qui se réchauffe. La première hypothèse est que cette augmentation est le résultat d'un forçage par un agent extérieur. Alors soit l'agent extérieur pourrait être l'eau douce qui provient de la calotte antarctique, qui elle est en train de fondre et qui fournirait alors l'eau douce qui pourrait aller s'accumuler sous la banquise et qui pourrait empêcher la chaleur provenant de l'océan profond de faire fondre la glace. Donc ici, l'eau douce en provenance des calottes contribuerait à isoler la banquise des remontées d'eau chaude. Une autre hypothèse plausible concernant un agent extérieur qui pourrait forcer l'augmentation de banquise proviendrait des vents. On sait que les vents ont globalement augmenté en intensité sur les dernières décennies.
Et cette augmentation de vent aurait pu favoriser la création de glace par divergence, mais c'est une hypothèse qui doit encore être entièrement vérifiée. Une autre possibilité est qu'en réalité, il existe un signal faible à la baisse, mais qu'il est masqué par une très forte variabilité naturelle, dont le temps caractéristique serait de plusieurs décennies et qui vraisemblablement serait le résultat de très forts couplages entre l'océan et la glace. Enfin, dernière possibilité, et ce serait que l'augmentation qu'on observe actuellement est simplement ce qu'on appelle du bruit statistique, et que les 30 prochaines années pourraient tout aussi bien présenter une tendance à la baisse. Mais donc la véritable préoccupation des scientifiques en Antarctique n'est pas tant de prévoir l'évolution de la banquise, comme c'est le cas en Arctique, mais plutôt d'en comprendre la variabilité passée. Et le problème est même plus complexe qu'il n'y paraît, puisque cette augmentation globale est le résultat de contributions positives et négatives, et qu'il est probable, même très probable, que des mécanismes différents soient en jeu dans chaque région. On a ici une carte des tendances de la concentration de banquise, donc de changement par période de temps. On voit que globalement, on a une augmentation, puisqu'on a une majorité de points qui sont coloriés en rouge, mais que cette augmentation est le résultat d'augmentation dans certaines zones et de diminution dans d'autres régions. Et donc voilà où on se trouve. En observant la banquise, on a véritablement ouvert une boîte de Pandore, et les observations seules ne sont pas suffisantes pour espérer y répondre, d'une part parce qu'on ne peut rien prévoir sur la base d'observations seules, et d'autre part parce que les observations sont limitées dans l'espace et sont limitées dans le temps. Et c'est pour pallier ces manques que les scientifiques ont développé des modèles numériques pour les aider. Alors un modèle part toujours d'équations physiques, qui sont établies suite à des expérimentations et des observations sur le terrain. Comme ces équations sont très non linéaires, en langage commun, elles sont vraiment compliquées à résoudre, ce qu'on fait, c'est qu'on est obligé de discrétiser ces équations, c'est-à-dire d'en simplifier l'expression sur un nombre réduit de points. On les résout numériquement dans un domaine qui ressemble de près ou de loin à celui de la Terre. Si vous avez un peu d'imagination, vous pouvez reconnaître ici la péninsule scandinave, vous pouvez reconnaître le Groenland. Et on obtient ensuite une estimation de l'état de la banquise partout et tout le temps. Alors l'animation qui est en train de passer montre l'évolution de l'épaisseur simulée par un modèle, le modèle qu'on utilise ici à Louvain-la-Neuve au cours d'une saison. On voit que la glace change d'épaisseur dans le temps et dans l'espace. Ces modèles sont extrêmement avantageux puisqu'on peut les faire tourner au chaud ici sans devoir se farcir 3 mois de voyage, à mettre du beurre de cacao tous les jours et à risquer de se faire bouffer par un ours. En plus de ça, les modèles ont l'air de pas mal marcher, puisqu'on voit ici, le modèle présente une étendue de banquise en Arctique qui diminue au cours du temps et au cours des dernières décennies, comme ça a été observé. On pourrait donc se dire que ce modèle est relativement plausible et assez utile, puisqu'il peut même nous permettre de voir dans le futur. Eh bien malheureusement, on ne peut pas se fier simplement aux modèles pour la bonne et simple raison que ces modèles sont différents l'un de l'autre et qu'ils simulent par conséquent de manière différente la banquise et son évolution future. Donc on a véritablement ici plusieurs candidats, plusieurs modèles, on a des verts, des rouges, des roses, des bruns, tout ce qu'on veut, et on se doute qu'ils détiennent tous un petit bout de la vérité, mais on ne sait pas véritablement lequel choisir. Il y a un autre facteur de poids avec ces modèles. Je vous rappelle qu'en Antarctique, l'étendue de banquise a légèrement augmenté depuis plusieurs décennies. Eh bien, on a beau retourner dans tous les sens les modèles en Antarctique, on a beau faire plusieurs simulations en changeant des paramètres, des conditions initiales, et systématiquement, ces modèles vont simuler une diminution de l'étendue au lieu de l'augmentation qui a été observée. Ce qui révèle qu'il manque probablement, pour la simulation de la banquise antarctique, des processus clés, et peut-être l'inclusion de flux d'eau douce dont je parlais avant, qui permettraient de réduire ces biais systématiques.
Les modèles sont donc très précieux pour les chercheurs, de par leur couverture homogène dans le temps, dans l'espace, et par le fait qu'ils peuvent aider les chercheurs à faire des prévisions. Cela dit, les modèles souffrent d'incertitudes et de biais systématiques qui peuvent réellement limiter l'utilisation qu'on peut en faire. Et c'est à ce moment que je reviens avec mes observations. On se rend compte assez vite que les avantages des observations sont les points faibles des modèles et vice-versa. On comprend vite que les observations sont les modèles ou les modèles sont les observations, ça n'apporte pas grand-chose et qu'il faudra essayer de les combiner d'une manière optimale. Mais plus qu'être complémentaires, ces modèles et ces observations sont en réalité faits l'un pour l'autre. Les observations vont servir à évaluer les modèles et les modèles vont nous aider à identifier les processus physiques importants et donc aider à définir quelle campagne mener, où les mener et quand les mener. Alors je vais maintenant illustrer de 3 manières comment les observations et les modèles peuvent être utilisés de manière optimisée pour répondre aux questions qui nous préoccupent. On a ici 3 exemples qui ont été développés parmi d'autres durant ma thèse. Alors j'ai fait d'autres choses durant ma thèse, mais j'ai choisi ici de montrer ces 3 exemples parce que je pense qu'ils s'inscrivent bien dans la logique de la présentation que je suis en train de vous donner. Pour le premier exemple, on va repartir de cette figure que je vous ai montrée tout à l'heure. La figure donne l'évolution de l'étendue de banquise arctique simulée par un peu moins de 40 modèles. La question qu'on s'est posée, c'est la suivante. Est-il possible de contraindre cet ensemble, c'est-à-dire d'effectuer une sélection parmi les modèles sur la base de certains critères? Alors on pourrait par exemple ne sélectionner que les modèles qui ont été développés en Asie, mais évidemment le critère est complètement hors sujet et n'a aucune base physique. Et donc le résultat de la sélection et qu'on se retrouve finalement avec peu de valeur ajoutée par rapport à la situation initiale. On s'est posé la question suivante, est-ce qu'il est possible de trouver un lien entre les caractéristiques de cet ensemble de modèles sur les 3 dernières décennies pour lesquelles on a des observations et les caractéristiques du même ensemble dans 10, dans 20, dans 50 ou dans 100 ans? Si on pouvait montrer par exemple que les modèles dont la glace est très épaisse par le passé perdent leur glace moins vite que les autres, alors on pourrait juger par exemple qu'il est important d'évaluer les modèles sur leur épaisseur. Ce qu'on a trouvé, c'est qu'il y a des liens de cette sorte et qu'une manière simple de les visualiser est de mettre en regard l'année dans ce siècle pour laquelle chaque modèle simule une disparition de la banquise en Arctique et les caractéristiques des modèles sur la période des observations. Alors ce graphe nous apprend 2 choses. La première chose, c'est que un modèle qui a plus de glace au début a besoin de plus de temps pour faire disparaître toute cette glace, ce qui est assez intuitif. La deuxième chose, plus intéressante, est que si ce genre de relation existe dans le monde réel, alors on a de bonnes raisons de considérer dans notre analyse uniquement les modèles dont l'étendue de la banquise est suffisamment proche des observations. On a identifié d'autres relations de ce type qui sont basées sur le volume total de banquise, sur les tendances simulées par la banquise, si bien que l'ensemble initial de modèles a été allégé et on est resté avec un sous-ensemble de 5 modèles qui prévoit une disparition de la banquise en Arctique en été d'ici le milieu du XXIe siècle. Vous devez savoir que les résultats de cette étude ainsi que ceux d'autres études ont été évalués dans le 5e rapport du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, le GIEC, qui a notamment conclu qu'il est possible que l'océan Arctique soit libre de glace d'ici le milieu du siècle en été. On s'est dit ensuite, tiens, mais plutôt que de sélectionner les modèles, pourquoi ne pas directement agir sur ces modèles et modifier leur état? Pour bien comprendre de quoi je parle, considérons le cas qui provient d'une situation réelle. Nous sommes ici à la fin de l'été, la glace ne fond plus mais n'est pas encore en train de croître, on est aux alentours du mois de septembre en Arctique, et un satellite passe par là, et le satellite ne va pas directement mesurer la concentration de la glace, il va mesurer la température de brillance de la surface, et il va la convertir en termes de concentration au moyen d'algorithmes assez compliqués. Comme je l'ai dit avant, même si les observations sont très utiles, elles se trompent également. Il y a une incertitude qui est toujours liée à n'importe quelle observation. Et la valeur mesurée de 65% ici, par le satellite, est donc une mesure
qu'on doit prendre avec précaution et autour de laquelle on doit rajouter une marge d'erreur. C'est ce que j'ai représenté ici avec la courbe brune. Maintenant, ce qui nous intéresse vraiment et ce qui est beaucoup plus difficile à observer, c'est l'épaisseur de la glace. Pour avoir une idée a priori de l'épaisseur de la glace en ce point, à cet endroit, eh bien on va utiliser un modèle et on va même le faire tourner plusieurs fois, 25 fois dans notre cas, ce qui va nous donner en ce point-là une idée a priori de la concentration de la glace qui est observée mais qui est également simulée et de l'épaisseur qui est uniquement simulée. Je vous rappelle que les modèles simulent tout partout et tout le temps et que donc il n'y a aucun problème pour un modèle de simuler l'épaisseur et la concentration de glace à ce point-là. Maintenant, en corrigeant ce modèle vers la valeur observée pour la concentration, eh bien, on est à même d'en même temps corriger l'épaisseur estimée par le modèle et sa concentration. Et c'est là toute la puissance de ce qu'on appelle l'assimilation de données, dont l'objectif est de proposer une estimation de l'état complet d'un système sur la base d'observations partielles et de modèles. Alors je rassure les puristes, d'abord cet exemple provient d'une situation véritablement simulée, et il existe un formalisme rigoureux derrière cette étape d'analyse. Celles et ceux qui sont familiers avec les statistiques reconnaîtront sans peine que la distribution orange, qui s'appelle l'analyse ici, n'est jamais qu'une densité de probabilité a posteriori qui est proportionnelle au produit entre la vraisemblance des observations et le prior du modèle. Et en fait, on a ici une belle application du théorème de Bayes. Ces personnes reconnaîtront également que la mise à jour de l'épaisseur de glace a été réalisée via la matrice de covariance d'erreur du modèle, qui dans notre cas est estimée grâce à un nombre fini de particules. Et tout ça pourquoi ? Eh bien, l'intérêt principal de cette méthode a été trouvé en Antarctique. En Antarctique, on a pas mal d'observations de surface, mais comme je vous l'ai dit, on a peu d'observations d'épaisseur. Et donc le modèle a ici servi, au moyen de la simulation de données, à reconstruire les épaisseurs de banquise antarctique. Et donc la méthode a été appliquée et a permis de constater que le volume de banquise antarctique, tout comme l'étendue, a augmenté légèrement et que les tendances présentent un fort caractère régional comme les concentrations de banquise. Pour le troisième et dernier exemple, je dois vous raconter une histoire. L'histoire remonte à 2009, je terminais alors mes études d'ingénieur civil, et à l'occasion d'un projet, on nous avait demandé d'identifier et de calibrer un système dont le but était de stabiliser le niveau d'eau dans un petit seau percé qui fuite. Le problème est assez compliqué et on a vite commencé entre groupes à échanger nos codes informatiques pour avancer un tout petit peu. Et voici à quoi ressemblait le code d'un autre groupe. On trouvait certains paramètres, certaines constantes bien connues. Et alors, à un endroit, on a trouvé ce fameux coefficient de bidouillage. Il s'agissait d'un paramètre qui avait très peu de sens physique et qui, ajusté de manière adéquate, avait un impact très net sur les résultats. Et donc, en choisissant une valeur adaptée pour ce coefficient de bidouillage, eh bien, le groupe qui nous avait passé son code était parvenu à résoudre le problème posé. Pour revenir à ce qui nous occupe, notre modèle contient des paramètres qui ont un sens physique parfois limité, mais qui ont bel et bien un impact sur les résultats du modèle. Alors pour ce dernier exemple, je vous montre ici la vitesse de dérive de la glace dans le modèle, puisqu'on a parlé de concentration et d'épaisseur, ici on va parler un peu de dérive, de vitesse. L'équation de la vitesse satisfait une équation d'équilibre de force dont la solution est fortement dépendante de trois paramètres: le coefficient de traînée atmosphère-glace, le coefficient de traînée océan-glace et un paramètre qui intervient dans la formulation rhéologique de la banquise. Alors le modèle est globalement trop lent par rapport aux observations qui sont disponibles au même moment, et on a montré qu'il est possible d'utiliser une nouvelle fois l'assimilation de données pour cette fois calibrer les trois paramètres. La calibration a été faite de manière totalement objective et automatisée, et la méthode a permis de trouver les paramètres qui pourraient simuler une dérive de banquise beaucoup plus réaliste. Donc je laisse derrière moi d'abord un ensemble de métriques qui peuvent servir à évaluer des modèles ou tester de façon quantifiée leur sensibilité à certains processus. Je laisse aussi les outils nécessaires pour notamment initialiser de façon réaliste les prévisions saisonnières et décennales de la banquise, ce qui représente évidemment un défi de taille.
Et je laisse aussi les outils qui permettent de ne plus passer des jours entiers à régler à la main les paramètres d'un modèle, mais bien de les faire calculer par des ordinateurs. Alors Laurent Bertino, qui était dans mon jury, qui était un des membres de mon jury, a eu cette bonne idée lors de ma défense privée. Il m'a demandé de jeter un œil sur un article qui date de 1993 et dont l'auteur Alan Murphy cherche à définir ce qu'est une bonne prévision météorologique. Murphy dit ceci, il dit « Une bonne prévision doit être cohérente, dans la mesure où elle doit correspondre à ce que le prévisionniste s'attend à obtenir sur la simple base de notre intuition. Une bonne prévision doit être de qualité par rapport à un jeu d'observation de données. Et enfin, elle doit être utile, elle doit apporter une plus-value pour la société. » Ayant travaillé sur des simulations climatiques de la banquise, je crois que j'ai compris pourquoi Laurent Bertino m'avait demandé de jeter un œil à cet article. C'est parce que la grille de lecture est toujours valable 20 ans après pour le sujet qui m'a intéressé pendant un peu plus de 4 ans. On a changé le modèle de banquise ici à Louvain-la-Neuve il y a environ 6 ans et on s'attendait a priori à ce qu'un modèle plus complexe donne de meilleurs résultats. Ça c'était notre a priori. Eh bien on l'a vérifié en Arctique au moyen d'arguments plus quantitatifs. Murphy a aussi dit qu'une bonne simulation est une simulation de qualité. J'ai montré durant ma thèse qu'il y a beaucoup de manières d'évaluer un modèle et que l'utilisation de métriques finalement, l'utilisation de métriques est toujours orientée pour permettre de répondre à certaines questions et qu'il n'existe pas un jeu d'évaluation qui soit absolument universel. Il faut toujours trouver les métriques ou les manières d'évaluer un modèle en fonction des applications qu'on veut en tirer. Le troisième point est qu'une bonne simulation doit apporter de bonnes réponses à de bonnes questions. La reconstruction d'épaisseur de glace en Antarctique montre que les modèles peuvent nous aider à interpréter la variabilité en Antarctique. J'espère prochainement pouvoir travailler sur un sujet dont le but est de comprendre la réponse du climat à nos latitudes. Et on voit directement que ce genre d'étude permet globalement de servir la société, ce qui était le troisième argument d'Alan Murphy. Alors je pense avoir eu la chance de travailler sur un sujet très porteur qui se situe pile à l'interface entre deux communautés, d'une part celle des modélisateurs à gauche et celle des observateurs à droite, qui parlent souvent deux langues différentes mais qui en fait abordent exactement le même problème de manière différente. Je pense que beaucoup de boulot reste à faire, mais je suis plus déterminé que jamais pour continuer à contribuer à la recherche dans ce domaine. Merci pour votre attention et à très bientôt.